Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les métiers de la restauration, conseils pratiques pour aider à la reprise d'activité. Ce webinaire il s'inscrit dans le contexte de la situation Covid-19 et de l'arrêt forcé des restaurants qui ont pu réouvrir le 2 juin avec tout un tas de mesures sanitaires, de mesures de protection à mettre en place pour limiter les risques d'infection et qui ont un impact sur l'activité. Donc ce webinaire, il est issu de contacts que l'AST35, le service de santé au travail d'Ille-et-Vilaine, contacts qu'on a pu prendre auprès de restaurateurs pour étudier avec eux les thématiques qui leur posent voilà, des difficultés, des problématiques. Et vous allez voir, on a fait le focus principalement sur 2 thématiques. Donc voilà, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Voilà ce dont on va parler cet après-midi. Un point assez rapide sur le Covid-19, sur les modes de transmission et les recommandations générales qui y sont associées. Alors ça va peut-être faire des informations un peu redondantes, mais c'est des informations de base et il est bon de les avoir en tête pour en trouver du sens aux mesures de protection qui sont proposées après. Et ensuite, comme je vous le disais, suite au contact de différents restaurateurs, nos collègues ergonomes ont décidé de faire le focus sur 2 situations: l'aménagement spatial de la salle de service, comment on peut faire rendre compatible l'activité et les mesures de protection, la distanciation d'1 mètre par exemple. Donc ça nous sera présenté par Hélène. Et ensuite l'activité en salle, le service, là aussi comment concilier les mesures de protection et l'activité du serveur. Sandrine Rambin nous présentera ça également. Avant de se lancer dans le vif du sujet, un petit mot sur le webinaire. On est ensemble jusqu'à 15h30. On verra en fonction des échanges. Ce que je vous invite à faire, c'est sur l'onglet questions chat, à me relayer des questions en fait que vous pouvez avoir tout au cours du webinaire. Sachez que je les lirai et je les compilerai pour qu'à la fin du webinaire, on se laisse un temps de questions-réponses. Là, j'essaierai de relayer les questions les plus récurrentes. On ne pourra certainement pas répondre à toutes les questions, soit par temps, soit par faute d'éléments techniques. Mais sachez que toutes ces questions-là, elles vont être sauvegardées et on essaiera de vous faire une réponse à chaque question d'ici une quinzaine de jours, ou au moins de vous apporter des éléments de réponse. Voilà, on va pouvoir se lancer. Donc, je vais laisser la parole au docteur Aurélie Oxenhendler pour la première partie. Je vais donc revenir avec vous sur les modes de transmission du virus SARS-CoV-2. Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler sur les dernières semaines. Ça a été largement balayé par les médias. C'est très important de comprendre ces modes de transmission puisque c'est ça qui dicte toutes les recommandations qui ont pu être faites pour la reprise de votre activité. Diapo suivante, s'il te plaît, Quentin. Voilà, donc vous le savez déjà, ce virus se transmet par voie aérienne, donc par la projection de gouttelettes. Une personne qui serait porteuse du virus peut tousser, éternuer, mais aussi parler ou respirer fort. Et dans ce cas-là, elle émet des gouttelettes qui contiennent du virus, tout ça dans les postillons et dans les sécrétions respiratoires. Ces gouttelettes sont plus ou moins grosses. Elles peuvent rester en suspension dans l'atmosphère et puis au bout d'un moment, elles finissent par retomber sur les surfaces ou sur tout ce qui se trouve à proximité du nez et de la bouche de la personne malade. La difficulté avec ce virus, bien évidemment, vous le savez également, c'est que on peut être contaminant, contagieux 48 heures avant l'apparition des premiers symptômes. C'est pour ça que c'est difficile de se protéger sans anticiper. Une fois que ces gouttelettes sont parties dans l'air, les mains du porteur peuvent être souillées. Alors, elles se souillent soit parce que ces gouttelettes retombent sur ses mains, soit parce qu'il a porté les mains à la bouche ou au nez. Et dans ce cas-là, il a des virus sur ses mains. Les autres personnes peuvent alors être contaminées de 2 façons. Soit leur visage reste dans une atmosphère qui est chargée en virus sans protection, donc sans masque. Soit ils peuvent poser les mains sur une surface qui a été fraîchement souillée par des sécrétions respiratoires ou par les mains contaminées de la personne qui porte le virus. Et ensuite, ils portent eux-mêmes les mains aux muqueuses du visage, donc la bouche, le nez, les yeux.
Donc, vous comprenez là qu'il est très important de protéger ses voies respiratoires en portant des masques sur le nez et sur la bouche. Également important de protéger ses yeux, puisque les yeux sont recouverts d'une muqueuse et ça peut être une porte d'entrée pour le virus. Et capital d'avoir une bonne hygiène des mains. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, vous le savez, hein, tout le monde le sait, ce virus est très, très contagieux et la particularité de votre activité, c'est que les clients, quand ils sont chez vous, ne peuvent pas porter de masque puisqu'ils sont en train de se restaurer. Le fait de se restaurer fait qu'ils portent encore plus les mains à la bouche que dans d'autres conditions, les couverts également, et en plus, ils discutent, donc tout ça sans être protégé, ce qui favorise énormément la transmission entre eux sur une même table, mais aussi avec vos salariés, du fait de l'émission de toutes ces gouttelettes. Donc, une grande vigilance s'impose pour éviter la transmission du virus entre les clients et vos salariés, et entre vos salariés. C'est pour ça qu'on part du principe que des clients qui se mettront à une même table ont tacitement admis le fait qu'ils pouvaient se contaminer entre eux. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc un petit focus sur le nettoyage des mains. Donc, le nettoyage des mains se fait par un lavage minutieux au savon. Plus de 30 secondes, il faut bien frotter toutes les parties des mains, ou bien par le biais d'une friction avec du gel ou une solution hydroalcoolique qui va désinfecter les mains. Donc, l'hygiène des mains doit se faire idéalement avant toute manipulation de vaisselle et d'ustensiles propres, pour éviter de contaminer les choses propres que vous prenez en main. Et aussi, après chaque contact avec une surface possiblement souillée, donc évidemment au moment des desserts, puisque les couverts et les assiettes ont pu être souillés si la personne qui a mangé là était malade, quand vous touchez les tables, après l'encaissement, etc. Au passage, le port de gants qui a pu être préconisé sur certains supports est faussement rassurant parce que les gants sont aussi vite souillés que les mains si on les met au contact du virus. Et le virus va rester présent sur les gants tant qu'ils n'ont pas été changés ou tant qu'ils n'ont pas été lavés, sachant qu'en général, on lave moins souvent ou en tout cas moins facilement des gants que des mains. Donc, mieux vaut avoir des mains nues et les laver ou les désinfecter régulièrement que de porter des gants et de moins s'en méfier. La distanciation physique, donc vous avez tous en tête ce fameux 1 mètre de protection. Il faut quand même savoir que la France a pris ce mètre comme distance de sécurité, mais beaucoup d'autres pays ont plutôt pris 1,50 m ou 2 mètres. Donc, il faut rester vigilant pour respecter cette distanciation physique. Si on est à plus d'1 mètre, en théorie, on est moins à risque d'être contaminé. Si on est à moins d'1 mètre, par contre, là, il faut vraiment se protéger, donc au minimum porter les masques. Petite vigilance au niveau des vestiaires et des zones fumeurs. Ce sont des zones où on a fréquemment pu constater que le mètre n'était plus respecté. Au niveau de l'aération, donc il faut que vous assuriez une aération régulière de vos locaux, soit en ouvrant les portes et fenêtres, soit avec une VMC, etc. Le but étant d'apporter de l'air neuf dans l'atmosphère et d'éviter le recyclage ou la recirculation d'air. Donc là, il faut faire attention si vous avez des climatisations, bien entretenir les filtres et puis éventuellement vous renseigner sur ce qu'il y a à faire. Au niveau de la désinfection, donc, il faut savoir que la désinfection des sols, des surfaces n'est efficace que sur une surface propre, donc qui a été nettoyée auparavant. Cette question va être réabordée un petit peu plus tard dans la présentation. Un point de vigilance, les points de contact fréquents et partagés, les poignées de porte, les interrupteurs, les rampes, les TPE, les téléphones, etc., qui sont vraiment des zones à haut risque de contamination. Et puis, un dernier aspect, le port du masque. Donc, le masque est intéressant parce qu'il va protéger vos voies respiratoires. Il permet de réduire l'émission des gouttelettes pour celui qui porte le masque. Et il permet de protéger aussi celui qui porte le masque des gouttelettes qui pourraient être émises face à lui. Donc, le masque grand public, lui, il est efficace uniquement si toutes les personnes présentes le portent. Donc, toujours quand on est à moins d'1 mètre. Dans votre situation, et puisque les clients ne pourront pas porter de masque, on ne peut pas se contenter de masques grand public au niveau de votre personnel de salle, d'autant plus qu'il y a certainement des circonstances où il sera obligé de se rapprocher de moins d'1 mètre du client pour le service à l'assiette ou certaines prises de commande ou sur des mouvements qu'on n'a pas pu anticiper. Donc, le port du masque chirurgical sera plus protecteur et donc recommandé pour le personnel. Par contre, le masque ne protégera pas les yeux. Donc, le port d'une visière en complément sera tout à fait intéressant puisqu'il protégera vos yeux de projection de gouttelettes et également il les protégera, ça évitera qu'on puisse porter les mains aux yeux en se frottant les yeux et se contaminer par cette porte d'entrée.
Voilà. Un dernier point, le port du masque est donc préconisé pour les clients quand ils se déplacent dans l'établissement, puisque quand ils se déplacent, on ne peut pas garantir qu'ils respecteront une distance d'1 mètre autour d'eux. Et donc dans ce cas, le port du masque grand public, pour le coup, suffit à les protéger et à protéger les personnes qui sont autour. Voilà pour ce petit point sanitaire. Bonjour à tous, je pense qu'il y a eu un petit loupé, je recommence. Cette deuxième partie va concerner 2 points, principalement l'aménagement spatial de la salle de restaurant, mais qui va nous conduire également sur une réflexion organisationnelle de votre service. Alors, depuis hier, la deuxième phase de déconfinement a commencé. Elle signifie pour vous, restaurateurs, un cap vers le changement. En effet, vous n'allez pas pouvoir rouvrir votre restaurant de la même façon que vous l'avez fermé subitement le 14 mars. Il va falloir penser une réouverture, mais surtout penser à une nouvelle organisation. C'est le temps pour vous de vous adapter et de vous innover avec un enjeu, un objectif qu'il ne va pas falloir, auquel vous ne pourrez pas déroger, c'est qu'il va falloir, quoi qu'il en soit, assurer le respect du protocole sanitaire. Alors, le protocole sanitaire, bien entendu, je pense que vous le connaissez. On va rapidement refaire le point sur les principales règles. Aurélie en a parlé tout à l'heure. Le port du masque est obligatoire systématiquement pour le personnel. Il est également obligatoire dès lors que les clients se déplacent, on en a déjà parlé. Une deuxième règle est apparue lors de ce protocole qui est la notion du groupe social. Alors, cette notion, elle est importante puisqu'elle part du principe que lorsque des clients viennent manger dans votre restaurant, ils acceptent le principe d'être proches. Alors, cette notion, elle met un petit peu entre parenthèses toutes les réflexions qu'il y a pu y avoir sur la mise en place de plexiglas entre les convives d'une même table. Donc, c'est plutôt rassurant. Et cette notion de groupe social, pourtant, donne un maximum, c'est-à-dire qu'en tant que restaurateur, vous ne pourrez pas accueillir des groupes supérieurs à 10 personnes. On revient sur la notion de distanciation physique. Effectivement, il est préconisé d'installer une distance de minimum d'1 mètre entre les personnes. C'est bien entre les individus, pas seulement entre les tables. C'est important qu'il y ait vraiment ce respect des 1 mètre minimum. Pour autant, il y a la possibilité de réduire cette distance à partir du moment où on installe un écran, une cloison. On privilégie plutôt la matière plexiglas parce que c'est une matière qui se nettoie rapidement et facilement. On peut pour autant partir sur un autre matériau. Évidemment, on va plutôt éviter les tissus. Une dernière règle de ces principes de base, c'est que le personnel de restauration doit lui aussi respecter la distanciation physique. On en parlera tout à l'heure. Alors, une fois qu'on prend connaissance de ces différents principes, pour autant, ça ne nous aide pas beaucoup sur comment on doit aménager sa salle de restauration, comment penser les choses. Alors, je vais malheureusement pas avoir de solution miracle et toute faite à vous proposer. Chaque salle de restaurant ayant ses propres caractéristiques, sa propre superficie et ses propres contraintes. Pour autant, on va vous donner 2 points de réflexion à engager avant de réfléchir à l'installation de vos tables. La première chose sur laquelle on vous invite à réfléchir, c'est l'identification des flux de circulation. Effectivement, dans votre établissement, il va y avoir le personnel de restauration qui va se déplacer. Il va se déplacer, par exemple, pour aller dans la zone d'accueil, pour accueillir les clients qui arrivent. Il va également se déplacer au sein de toutes les tables pour qu'elles soient en salle ou en terrasse pour servir et renseigner les clients. De nombreux allers-retours vont être indispensables pour aller de la cuisine à la salle de restauration. On peut également imaginer d'autres circuits de circulation pour accéder à d'autres locaux selon la configuration de votre restaurant. En parallèle, les clients vont également amener à se déplacer lorsqu'ils arrivent, entrée-sortie du client. Alors évidemment, si vous avez la chance d'avoir 2 entrées distinctes, nous vous invitons à dissocier une entrée dédiée à l'accueil des clients et puis un accès dédié à la sortie.
Ensuite, le client va évidemment se déplacer pour se rendre à sa table, qu'elle soit située dans la salle ou sur la terrasse, mais il va également être amené à se déplacer pour se rendre aux toilettes. 2 points de vigilance sur les flux de circulation qui apparaissent ici en rouge, la zone d'accueil et l'accès aux toilettes. Il va falloir être vigilant à ce qu'il n'y ait pas une affluence trop importante des personnes, toujours pour garantir la distanciation physique. Alors, une fois qu'on a identifié les flux, il s'agit de disposer les tables. Une fois de plus, je ne vais pas avoir de solution miracle, c'est toujours du cas par cas. Pour autant, on peut avoir une réflexion sur l'impact que le positionnement d'une table va avoir sur l'activité. Donc, une première option qui est présentée par un visuel où on décide de placer les tables avec le client contre le mur. Donc là, sur le schéma, on voit que si on laisse un espace de 1 mètre entre les clients, à partir du moment où le serveur va venir au contact des clients pour prendre la commande, les servir, il va venir rompre cette distanciation. C'est pour ça que l'on vous recommande, dans la mesure du possible, de plutôt privilégier une hauteur supérieure à 1 mètre si vous le pouvez. Pour autant, on peut accepter cette distance de 1 mètre étant donné que le serveur va être protégé par ses masques et peut-être par une visière, on abordera ce sujet plus tard, et également que son temps d'intervention dans cette zone va être plutôt courte. Une deuxième possibilité, on prend les mêmes tables, mais cette fois-ci, on les tourne de façon que ce soit les tables qui soient contre le mur. Donc là, on voit que visuellement, déjà, le serveur va avoir un accès facilité par rapport au client. Il vient moins rompre la zone des 1 mètre qui est prévue. Et également, la distance entre les 2 clients, ceux qui sont dos à dos, l'homme et la femme en veste et en noir, là, il peut être intéressant de mettre une cloison parce qu'on va pouvoir réduire cette distance de 1 mètre. Une troisième option qui permet qui est un mixte des deux solutions. Là également, c'est plutôt intéressant parce que même si le serveur vient rompre cette distance d'1 mètre, il est dos à dos avec le client, ce qui est peut-être moins intrusif. Alors, on comprend bien que cet nouvel aménagement va avoir un effet et va forcément amener à une réduction du nombre de places et donc du nombre de couverts. Pour autant, il faut y voir un point positif, c'est que ça va permettre de favoriser un climat de confiance. Un climat de confiance pour le personnel qui va pouvoir réaliser ses tâches dans des conditions de travail plutôt agréables, plutôt sécurisantes pour lui, il va se sentir en confiance, mais également pour la clientèle qui, dès qu'elle va rentrer dans votre établissement, va s'apercevoir que visuellement, vous avez mis en place des mesures et ça va permettre également de gagner la confiance et puis de rassurer le client. Bien évidemment, cette diminution du nombre de couverts va avoir des effets négatifs. Tout d'abord, ça va créer certainement une fragilité de votre système économique, mais ça va avoir également un impact sur les pratiques professionnelles puisqu'on ne va plus pouvoir travailler comme avant. Alors, on va réfléchir ensemble sur comment réduire, limiter ces effets négatifs. Alors, le premier, sur la fragilité du système économique, on peut imaginer des stratégies de compensation et d'anticipation. Plusieurs restaurants ont, pendant la période de confinement, diversifié leur activité et ont proposé des services de vente à emporter ou de livraison. Si vous êtes dans ce cas ou si vous souhaitez le mettre en place, bien évidemment, c'est une activité que vous pouvez développer en parallèle. Pour autant, un petit point de vigilance sur le flux des personnes, puisque vous allez avoir une coactivité entre le client qui vient chercher sa vente à emporter et le client qui vient sur place déjeuner à table. Il va falloir en amont réfléchir à comment drainer ces flux, comment organiser les choses. Alors, ça peut être plusieurs solutions, faire un stand vente à emporter idéalement à l'extérieur ou dans un espace vraiment dédié sur lequel vous pourrez aménager des flux. C'est là où il va falloir s'adapter et innover.
Une deuxième possibilité pour compenser un petit peu cette perte de couvert, ça va être d'agir sur les services. Pourquoi pas mettre en place un service supplémentaire ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait un roulement plus rapide entre les tables pour essayer de compenser la perte de place. On pourrait imaginer dédier un temps sur place pour le client qui vient, donc entre 45 minutes et 1 heure. Alors très clairement, ça ne fait pas partie de la culture française d'avoir des temps comme ça imposés. Sur le temps du midi, si on explique les choses, peut-être que c'est jouable. Et en parallèle, de proposer une carte allégée dans un premier temps. Alors pourquoi une carte allégée? Tout d'abord pour gagner du temps en cuisine, pour être plus réactif et plus efficace afin de permettre un service également plus rapide et donc un roulement entre les clients. L'intérêt de la carte allégée, c'est qu'également, elle va simplifier la prise de commande pour le personnel en salle, qui va avoir beaucoup de choses à gérer. On le verra plus tard dans la troisième partie avec Sandrine. Une troisième action qui peut être mise en place pour anticiper au mieux et donc être le plus performant au moment d'accueillir les gens, ça va être d'assurer une réservation assez rigoureuse pour tout d'abord gérer l'affluence des clients avec des horaires plutôt calés 8h, 8h15, 8h30 pour éviter une accumulation de personnes à un moment au niveau de la zone d'accueil de votre restaurant. Ça va également vous permettre d'avoir un regard sur le service suivant et de réajuster autant que possible les tables dans votre espace de salle. Effectivement, on ne va pas configurer sa salle de la même façon si on a 2 groupes de 10 ou si on a 4 groupes de 5, tout en veillant à respecter bien évidemment le protocole sanitaire. Alors, ces stratégies de compensation, elles étaient là pour répondre au premier point négatif qui était le déséquilibre financier. J'ai également parlé des pratiques professionnelles qui vont être bouleversées. Donc là, c'est l'organisation du travail qu'il va falloir penser pour que ce soit un facteur de réussite. Alors effectivement, il va falloir définir de nouvelles règles de travail. Vous n'allez pas pouvoir travailler de la même façon, je l'ai dit tout à l'heure, que lorsque vous avez fermé le 14 mars. Et la meilleure façon de définir de nouvelles règles de travail, ce que l'on vous conseille fortement, c'est de réfléchir collectivement avec vos équipes. Il y a plusieurs intérêts à faire cette réflexion commune. C'est que déjà, vos équipes, elles ne se sont pas vues pendant un long moment, pendant le temps du confinement. Il va falloir un petit peu resynchroniser tout le monde, recréer du lien et un esprit d'équipe. Ça va être essentiel dans les prochaines semaines où le travail va être plus complexe, plus stressant, plus angoissant. Il va falloir recréer un esprit d'équipe et une équipe soudée qui puisse faire face. L'avantage aussi de cette réflexion collective, c'est qu'elle va donner du sens aux mesures sanitaires qu'il faut à présent mettre en place. Et si ces mesures sanitaires sont comprises et elles émergent d'une réflexion commune, à ce moment-là, elles deviendront un levier de motivation extrêmement important pour vous, pour vos équipes. Alors, une organisation du travail, pour qu'elle soit facteur de réussite, il faut également qu'elle soit couplée à une communication qui devient aujourd'hui une action indispensable. On dissocie 2 types de communication. La communication interne, celle qui se fait au sein de vos équipes, par rapport à ce que je viens de dire, aux nouvelles règles que l'on va mettre en place. Il va bien sûr être très important d'avoir une information claire et précise sur ces nouvelles consignes à respecter, surtout que vous avez tout à fait le droit et même il est tout à fait normal de peut-être modifier, faire des modifications, des ajustements par rapport à ce que vous allez vivre au quotidien. Donc, il va falloir vraiment bien informer vos équipes sur le réajustement de ces règles. Et puis également, on vous encourage à échanger individuellement et collectivement sur le ressenti de chacun. Alors déjà, sur la période de confinement, on ne l'a pas tous vécu de la même façon. C'est important que chacun puisse s'exprimer. Mais aussi sur le retour au travail, après chaque service, on refaire le point sur le ressenti. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment on peut se réajuster.
C'est vraiment la notion de prendre soin de ses collaborateurs. Plus que jamais, dans ce contexte de Covid-19, elle est vraiment essentielle. Et puis un autre type de communication, la communication externe, également indispensable auprès de votre clientèle. Il va falloir que vous communiquiez sur le protocole sanitaire que vous mettez en place, mais également sur les changements organisationnels que vous proposez. Alors, évidemment, il va falloir informer en amont. Alors là, plusieurs canaux de communication, les réseaux sociaux, vous les connaissez, votre site internet si vous en avez un, les SMS, les mails pour vos clients fidèles que vous connaissez, mais également le téléphone lors de la réservation. L'enjeu, ça va être de bien expliquer au client, par exemple, qu'il va devoir venir avec son masque. Si vous mettez en place un système de réservation, c'est à ce moment-là qu'il va falloir lui expliquer l'importance de respecter l'horaire pour pouvoir drainer le flux des personnes. On vous encourage également sur place, à l'extérieur de votre restaurant, à avoir un affichage clair sur les mesures sanitaires, le port du masque, sur l'organisation du service, de patienter à l'extérieur par exemple. Bien évidemment, la communication dès lors que le personnel rentre en contact, en relation avec le client, des informations orales. Mais ça, c'est un point que Sandrine va aborder, donc je vais passer le relais. Merci. Bien, merci Hélène. Effectivement, l'aménagement spatial, on l'a vu, c'est un point assez problématique pour les restaurateurs. On va passer à l'autre partie maintenant, l'activité en salle, que va nous expliquer Sandrine, elle aussi ergonome. Voilà, bonjour à tous. Donc, nous allons aborder l'activité en salle. Comme vous l'avez compris, nous avons opté pour le travail du serveur. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est peut-être la personne parmi vos salariés qui va être la plus exposée au risque Covid-19. Donc, nous avons découpé son activité en suivant le parcours du client, donc de son arrivée dans l'établissement jusqu'à sa sortie. Donc, commençons par l'accueil. Donc, deux acteurs sont en lien étroit. Le salarié qui accueille et fait le service, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les mêmes personnes, et le client. Alors, tout d'abord, du point de vue du salarié, il va avoir un rôle, peut-être une casquette différente d'avant le confinement, dans le sens où il va être encore plus régulateur des flux à l'attente, dès lors que plusieurs personnes ont réservé sur le même horaire, ou si vous n'avez pas opté pour une réservation stricte, mais plutôt à la venue au fil de l'eau. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il va falloir gérer pour limiter le flux entrée-sortie, comme vous l'a dit Hélène tout à l'heure, et cette recommandation est d'autant plus d'actualité s'il n'y a pas de flux clairement établi entrée-sortie. Il va également répartir les tables. Imaginons que vous ne faites pas salle comble. Peut-être est-il souhaitable que le serveur dispose les clients sur des tables qui ne sont pas à proximité. Et du coup, on augmenterait la distanciation physique de 1 mètre. Dans la communication, son rôle aussi va être de résumer comment va se passer le service pour le client. Donc, comment va-t-il avoir l'information sur la carte? Comment va se passer le mode de paiement? Il va également lui rappeler le protocole sanitaire, donc désinfection des mains à l'arrivée dans l'établissement. Et puis, un point aussi qui peut être intéressant à respecter, c'est l'accès à la table. Il est communément admis que le serveur vous accompagne à table. Là, dans cette phase transitoire, on peut également penser à une autre méthode qui serait de guider oralement le client vers sa table en identifiant bien sûr les tables avec un numéro. Donc voilà un peu le rôle qu'il va avoir dès lors que les clients vont se présenter dans l'établissement. Du côté des clients, il y a une chose sur laquelle on tient vraiment à insister, et c'est que le client devra se présenter dans l'établissement avec un masque pour les raisons que nous avons évoquées depuis le début de ce webinaire. Donc là aussi, il va falloir être très clair avec lui, donc sur un affichage en salle,
mais également à l'extérieur ou même lors de la réservation ou via vos réseaux sociaux, sites internet, comme on l'a vu précédemment. Donc, le client, si on découpe le protocole, il va se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique à son arrivée dans l'établissement. Il va ensuite donc conserver son masque et s'installer à sa table. Et une fois installé à table, il va enfin pouvoir enlever son masque et le ranger. Donc, soit le ranger dans un sac à main pour une femme ou un sac si un homme en a à disposition, mais c'est également quelque chose que vous pouvez proposer à votre clientèle. L'idée étant que le masque ne soit pas suspendu à une chaise ou, voilà, et qu'il soit dans l'environnement de travail. Donc, c'est important que le masque soit sous protection. Et ensuite, on va l'inviter à se redésinfecter les mains. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aura déjà ôté son masque, donc ça peut être un objet potentiellement souillé. Et puis, il aura également touché du mobilier présent dans votre établissement, et je pense notamment à la chaise. Je fais un point également sur l'ouverture de la porte d'entrée et la désinfection. Il y a deux scénarios possibles. Soit vous laissez la porte fermée parce que ça crée trop de courant d'air dans votre établissement, parce que, comme sur l'illustration, vous avez disposé des tables juste à l'entrée. Dans ces cas-là, il va falloir être très strict sur le protocole de désinfection puisque les poignées de porte sont des points contacts. Donc, il va falloir dédier du temps à désinfecter ces points contacts-là. Dans la mesure du possible, comme on privilégie une aération, on va dire, naturelle, on aurait tendance à laisser les portes ouvertes. Donc voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, concernant la prise de commande, ça concerne principalement l'objet carte. Le principe de base est d'éviter que les cartes se passent de main en main. Il y a plusieurs possibilités pour pallier cela. Donc, une première possibilité, ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans les restaurants à l'heure actuelle, c'est un menu affiché sur des tableaux, sur des ardoises. Donc, ça, c'est un cas de figure plutôt courant et qui évite le contact. Une autre façon un peu plus moderne est de mettre votre menu à disposition en flashant un code, donc un QR code, et donc le client pourra avoir le menu sur son smartphone. Donc, aucun contact avec des choses qui appartiendraient à l'établissement. Autre point, un affichage sur un panneau. Alors là, c'est un petit peu plus controversé dans la mesure où le client risque de le prendre en main, de le passer éventuellement à son voisin si c'est une table de 6, 8 ou jusqu'à 10, comme on l'a vu. Donc, il faudra désinfecter. Donc, dans la mesure du possible, voilà, plutôt privilégier d'autres solutions. Si vous avez une carte fixe ou vous ne fonctionnez pas par arrivage du jour, marché, etc., vous pouvez très bien également imprimer vos menus sur des sets de tables qui seront jetés à chaque changement de table. Et puis également mettre le serveur à contribution. Après tout, c'est également la relation client fait partie intégrante de son métier, et donc lui demander d'énoncer ce que vous proposez au jour, le jour J, on va dire, et cela participe grandement voilà, au lien. Point spécifique sur la carte des vins. Une carte des vins qui est souvent plastifiée. Donc, si vous la donnez aux clients, ils vont être amenés à la feuilleter. Et donc, du coup, il faudra désinfecter cette carte des vins. Autre solution, c'est de sélectionner certains vins via des ardoises. Enfin, vous pouvez communiquer en inscrivant sur une ardoise ou en mettant aussi à contribution le serveur pour qu'il les énumère oralement. Donc, voilà des solutions. Au niveau du service, c'est peut-être là la plus grande difficulté que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré pour ceux qui ont ouvert hier, c'est comment sert-on les assiettes à table. La méthode traditionnelle, c'est on sert à l'assiette et du coup, il y a un contact, du serveur avec l'assiette, mais il y a également là une rupture de la distanciation physique puisque le serveur va se retrouver probablement à moins d'1 mètre. Donc, si vous conservez cette méthode dite traditionnelle, il va vraiment falloir respecter
stricto sensus le protocole sanitaire. Donc, pour maintenir autant que possible la distanciation physique, il y a une solution qui consisterait à tendre l'assiette au client. Le client tendrait le bras également et donc, du coup, on respecterait ce mètre de distanciation. Mais là, on ne saurait trop vous encourager à mettre à disposition de vos salariés une visière, justement pour le protéger des gouttelettes par projection éventuelle dans les yeux. Et bien sûr, respecter la désinfection des mains parce qu'il y a contact avec l'assiette. Alors là aussi… Apparemment, on a eu un problème avec l'intervention de Sandrine. Je vais essayer de reprendre son discours. Donc, on en était effectivement à la méthode traditionnelle et à service à l'assiette. L'assiette tendue vers le client, comme a expliqué Sandrine, le risque, c'est cette projection de gouttelettes sur les mains du serveur. C'est pour ça que la désinfection des mains, elle devrait intervenir entre chaque client, finalement, enfin chaque service. Autre alternative, pourquoi pas, c'est le service au plateau. Donc là, avec quelque chose d'un peu différent, voilà, ça devrait être bon. Là, vous devriez voir le service au plateau. Donc, le service au plateau, l'intérêt, c'est d'essayer de limiter le contact du serveur sur les assiettes des clients. Ça nécessite quand même d'être un peu préparé, hein, puisque ça veut dire qu'on a une disposition de préparation des plateaux en amont. Le cuisinier va venir déposer sur les plateaux. Le serveur va ensuite faire le lien vis-à-vis des clients. Le client va se servir et ensuite on va empiler peut-être les assiettes en bord de table, là aussi pour limiter le nombre de contacts qu'on va pouvoir faire avec les assiettes et les glisser directement sur le plateau. Par contre, ça veut dire que le plateau doit lui aussi être désinfecté régulièrement. Alors, je vois que Sandrine est revenue, je vais lui repasser la main. Bon, pas encore, et bien c'est pas grave, on va continuer. Hop. Alors, lors du service, on a tout un tas d'objets communs hein, qui vont être manipulés par tous les clients, qui vont pouvoir être réutilisés. C'est le cas de la carafe, de la salière et de la poivrière. La carafe, on pourrait penser à un service qui se ferait à la demande du client, de manière à éviter à ce que la carafe soit systématiquement sur la table. Alors ça change radicalement hein, la façon de faire, mais ça pourrait être un type de solution. La carafe, elle va être aussi lavée systématiquement après chaque changement de table, alors soit au lave-vaisselle, soit en manuel. Là aussi, tout ça, ça va s'organiser. Il va falloir prévoir justement tout ce circuit du lavage des carafes. Autre point, les salières et les poivrières. Là aussi, on pourrait penser à un système à la demande du client, avec des contenants, comme vous le voyez, qui seraient plutôt des contenants individuels, comme ici. L'idée n'est pas de laisser ça à disposition sur la table, peut-être tout un tas de petits sachets à disposition sur la table que tous les clients pourraient manipuler, mais vraiment qu'on apporte au plus juste. C'est-à-dire que l'élément que va consommer le client, c'est celui qu'on lui apporte. Ah, revoilà. Sandrine. Je suis revenue parmi vous. Je vais lui laisser la main. Je suis désolée, j'ai été déconnectée. Donc, merci Quentin d'avoir pris le relais. Tu en étais du coup au service salière poivrière, Salière poivrière, voilà. Du coup, je reprends la main. C'est bon. Voilà, parfait. Merci et encore une fois, désolée. Alors, on va aborder, alors attendez, la partie consacrée au paiement.
Donc, depuis le début du confinement, vous avez pu le voir en tant que client, il est favorisé un paiement en carte bleue prioritairement sans contact. Donc, sur le service du midi, ça semble peu poser de problème. Par contre, pour le soir, le sans contact avec l'histoire de plafond, même s'ils ont été réévaluer, ça peut poser un certain nombre de questions. Donc là, on va mettre le client dans une solution proactive puisqu'on va lui demander d'introduire sa carte dans le TPE, mais il va utiliser le TPE. Et on a vu en fait en première partie que ce TPE était un facteur de risque. Donc, il va falloir soit protéger le TPE avec un film jetable, soit un film étirable qu'on viendra changer à chaque paiement, ou soit vous prenez le soin de désinfecter systématiquement le TPE, sachant qu'il est quand même peu aisé de nettoyer les touches. Voilà. Mais bon, ça, c'est selon votre choix. Avec la réouverture des restaurants, vous allez aussi voir réapparaître différents modes de paiement et je pense notamment au chèque déjeuner. Donc, les chèques déjeuner et tout ce qui est monnaie. On a vu aussi dans différents commerces que les chèques déjeuner ou la monnaie étaient mis dans des réceptacles pour éviter le contact. Mais là, il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, il va bien falloir vérifier le nombre de chèques déjeuner que le client vous a donné, vérifier qu'ils ont bien la même valeur faciale. Donc, il y aura de toute façon un moment, un contact avec cet objet-là, ne serait-ce que pour le remettre en caisse, pour le sécuriser. Donc, on ne va pas vous demander de mettre un protocole particulier en place. Vous acceptez de les manipuler, mais comme on l'a dit depuis le début du webinaire, le protocole de désinfection est de mise dans cet exemple-là, encore une fois. Alors, au niveau de la désinfection des tables et des chaises, chaque restaurateur s'organise un peu comme il veut, selon le standing, selon ce qu'il a envie de faire dans son restaurant. Donc, on peut avoir des nappes en tissu. Donc là, il faudra les changer à chaque fois qu'un client prend place, qu'on redresse la table. Et il faudra les laver avec un cycle à 60 degrés pour tuer le virus pendant une période de 30 minutes minimum pour qu'il y ait une friction suffisante. Il en sera de même pour les serviettes. Donc, tout dépend du textile que vous avez choisi et s'il supporte ou non ces températures de lavage. Pour les nappes en papier, donc là aussi, de la même façon que pour les nappes en tissu, nous allons les changer entre chaque client. Là où il y aura un point différent, c'est sur la désinfection des bords de table, là où le client a pu être en contact, soit pour se rapprocher avec sa chaise. Voilà, il peut y avoir un phénomène de tirage. Donc, du coup, on va venir désinfecter les bords de table avec un désinfectant virucide normé qui a un temps d'action très court, donc entre 30 et 60 secondes, qui va vous permettre en fait de réattribuer la table dans la foulée et ne pas attendre 10 minutes, un quart d'heure avant la réattribution de la table. Si vous optez pour des tables sans nappe, comme l'a dit le docteur Oxenenler en première partie, ne peut être désinfecté que des surfaces propres. Donc, en partant du principe que la table n'aurait pas de nappe, il est possible qu'il y ait des détritus de nourriture et du coup, il va falloir nettoyer à l'eau d'abord la table, puis ensuite passer le produit de désinfection, le même que cité précédemment. Alors, une question qui nous est beaucoup arrivée lors du petit sondage envers les restaurateurs était la question des chaises et du revêtement. Donc, les chaises tissues, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est vraiment une difficulté, notamment en cours de service. Vous n'allez pas sortir votre aspirateur muni d'un filtre EPA, vous n'allez pas non plus sortir un autre dispositif, on entend vapeur, etc. Donc, si vous avez des chaises tout tissues, soit vous mettez une protection dessus qui est jetable, mais bon, après, tout dépend du standing de votre restaurant. Si vous avez des chaises, comme le montre l'illustration, avec des rebords en bois ou autre surface qui se nettoie, vous allez du coup vraiment axer votre effort sur la désinfection des accoudoirs et des bords de chaises. Donc, voilà la recommandation qu'on peut émettre.
Et puis, si vous avez des chaises de toute autre matière, donc un nettoyage systématique, bien sûr, accoudoir et bord de chaise, comme je viens de l'énoncer. Ensuite, donc sur la desserte de la table, je pense que vous avez bien compris tout au long de ce webinaire l'importance de la désinfection systématique des mains avant et après chaque manipulation d'objet. Donc, je le remets ici, c'est pour la desserte de la table, que ce soit pour le même client entre l'entrée, le plat et le dessert, mais que ce soit aussi entre chaque mise à disposition de table, donc à chaque changement de client. Et tout ça, donc, ça rassure le personnel qui se sent aussi rassuré et ça met en confiance la clientèle. Et Dieu sait que dans un premier temps, ça va être important de rassurer votre client. Le bouche à oreille, ça va très vite, dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc voilà, et dans la mesure du possible aussi, le mettre à disposition à vue de tout le monde pour assurer ce climat de confiance. Parce que si le serveur le fait en cuisine, ça passe inaperçu en fait. Donc on ne sait pas s'il a respecté le protocole. Donc dans un premier temps, je dirais mettre un flacon de gel hydroalcoolique dans la salle au vu de tous, ce serait vraiment intéressant. Je finis ma présentation sur le dressage de la table. Comme on l'a évoqué certainement pour la carafe, on va se limiter au strict minimum. C'est-à-dire la carafe, on ne va pas la mettre sur la table en première intention, on va la mettre que si le client le demande. L'idée étant de ne pas de disposer des objets qui pourraient potentiellement être souillés par les gouttelettes qui sont en retombée. Donc voilà, le strict minimum, ne redresser que si on sait qu'elle va être occupée. Si vous fonctionnez uniquement sur réservation, dans ces cas-là, on va peut-être redresser un peu au dernier moment. Voilà, ou même quand vous recevez les clients au fil de l'eau, voilà, redresser un peu au dernier moment. Bien évidemment, également, on va retirer tout ce qui est objet, entre guillemets, de décoration, vase, bougie. Si vous optez pour ça, il va falloir les désinfecter. Donc, ça va venir surajouter un peu de travail dans la désinfection. Voilà, j'en ai terminé sur ma partie de présentation. Je vous remercie. Bien, merci Sandrine. Et, on arrive à la fin de ce webinaire, à la partie temps questions-réponses. On a largement dépassé les 15h30, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On a essayé d'être complet, pas forcément exhaustif parce qu'on ne pense pas que ce soit possible, mais on a essayé de vous apporter des éléments de réflexion pour vous permettre de construire vos solutions. Maintenant, on vous propose de nous faire part de vos questions, peut-être de vos difficultés, de vos retours d'expérience sur comment vous avez pu gérer ces questions de mesures de protection sanitaire et les concilier à l'activité. Peut-être le temps de vous laisser un peu formuler vos questions. Moi, je vous en propose une issue des différents contacts qu'on a pu avoir avec les restaurateurs. On a parlé de l'aménagement spatial de la salle, mais qu'en est-il des terrasses? Est-ce qu'on doit respecter les mêmes règles? Qu'est-ce que ça change? Peut-être là, je me tourne vers Hélène, qui nous a parlé d'aménagement tout à l'heure. Est-ce qu'on a déjà des éléments de réponse sur ce sujet-là? Alors effectivement, on pourrait se poser la question, comment je positionne mes tables sur ma terrasse, étant donné que la terrasse, elle est à l'extérieur et qu'on n'est plus dans un espace confiné, fermé. Pour autant, je vais être très claire, il faut respecter exactement les mêmes consignes. La distanciation physique d'1 mètre doit être de rigueur, une distanciation entre les clients, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pour diverses raisons, c'est que le serveur, lorsqu'il va venir prendre la commande ou apporter le service, il va de nouveau rompre cette distanciation physique. Et il faut toujours la maintenir à 1 mètre, même s'il y a le port de masque qui doit être de toute manière maintenu pour le serveur, même à l'extérieur. Donc ça ne change pas grand-chose sur l'aménagement de la terrasse et sur le port de masque et de la visière pour le salarié. On reste dans la même logique. Bien, merci Hélène. Merci, c'était clair. Peut-être une autre question aussi qui remonte. Les toilettes. Alors, c'est les grandes oubliées de la salle de restauration, de service. Pour autant, en termes de mesures sanitaires, de mesures de protection, ça pose aussi pas mal
de soucis. Là, je me tourne peut-être vers Dr Oxenhandler pour la partie un peu hygiène et sanitaire. Les toilettes, à quoi on doit penser comme matériel? Est-ce qu'il y a une fréquence de nettoyage à observer peut-être sur cette pièce-là? Alors en fait, j'ai pas de réponse toute faite non plus sur cette question. Le principe va rester le même. Si vous mettez du gel hydroalcoolique ou la possibilité de se laver les mains aux clients avant de pénétrer dans les toilettes, et ben, logiquement, ils ne contamineront pas les toilettes. Il est pour autant indispensable de laisser à disposition des lingettes désinfectantes pour qu'ils puissent désinfecter avant d'utiliser les toilettes et éventuellement en repartant. Et bien mettre des affichages par contre pour vérifier également qu'ils se nettoient à nouveau les mains, soit au savon, soit au gel hydroalcoolique en ressortant des toilettes pour éviter de contaminer. Mais là, d'habitude déjà c'est bien de le faire, mais on sait bien que c'est pas toujours respecté. Donc particulièrement dans ce cas de Covid, il faut absolument qu'ils se nettoient les mains avant de ressortir des toilettes et de revenir dans la salle. Voilà, il n'y a pas de fréquence. Après, il faut vraiment que vous ayez quand même un nettoyage rigoureux de cet endroit. Mais je dirais, comme d'habitude, par rapport au Covid, finalement, ça ne change pas tant de choses que ça. Juste pour répondre, si vous aviez une interrogation, on a pu détecter la présence de virus dans les selles, mais c'est très très rare. C'est vraiment chez des patients très infectés. Et bon, en tout cas, ce n'est pas un problème en soi. Une désinfection classique suffira. Très bien. Bon, on l'a bien compris, le mode de transmission manuportée est vraiment hyper important. Et le lavage des mains, du coup, est vraiment une mesure de protection très, très, très importante. Peut-être un autre point qui remonte aussi des restaurateurs. On parle de limiter l'exposition au risque d'infection. Du coup, qu'en est-il sur l'organisation des serveurs? Est-ce que les personnes qui servent le midi peuvent elles aussi servir le soir? Est-ce qu'il faut observer un certain temps avant l'exposition? Là, peut-être, je me tourne vers Sandrine Robin, qui nous a parlé d'organisation tout à l'heure. Oui. Alors, c'est vrai que le protocole qui est sorti la semaine dernière est assez clair là-dessus. C'est un serveur pour une table. Déjà, ça de base. Ensuite, l'idée est de dédier en fait des équipes, une pour le midi et une pour le soir. Tout ça pour éviter en fait la propagation éventuelle du virus, que ce soit venant du client, un client qui vient déjeuner sur l'heure de midi qui était contaminé, il peut potentiellement contaminer le serveur même si on dit qu'il est bien protégé, mais aussi le personnel entre eux, quoi. Donc c'est vrai qu'en évitant le croisement des équipes, en les mettant un jour le midi ou un jour le soir, voilà, on va essayer de limiter le plus possible ces interactions-là. Alors c'est vrai que ça peut ne pas faciliter le collectif de travail par rapport à ce que Hélène a dit, mais la priorité est quand même d'éviter la propagation dans un premier temps. Je peux compléter si tu veux. En fait, le souci, c'est que si jamais il y a un cas de Covid qui se révèle et qui serait passé au niveau du restaurant, vous avez tous entendu parler du contact tracing. Il y aura une enquête qui sera faite autour de ce cas. Et donc, si vous avez limité le nombre de gens qui pouvaient possiblement être en contact avec ce cas, ça évitera que l'ensemble de votre équipe de salariés soit mis en quatorzaine et que vous ayez comme une partie de l'équipe qui puisse continuer à travailler. Après, si tout le monde est bien équipé de masques chirurgicaux et de visières, normalement, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, je pense que le principe de précaution va être roi dans les semaines qui viennent. Et il y aura peut-être des débordements. Donc, même si vos salariés sont parfaitement protégés, prenez moins de risques si vous limitez le nombre de contacts entre les clients et les salariés en cas de contact qui se révèle par la suite. Et surtout, bien communiquer auprès de vos clients que s'il y a des symptômes, ils ne viennent pas. Et si vous constatez des gens qui pourraient être symptomatiques, essayez de leur faire comprendre que, voilà, s'ils pouvaient quitter les lieux, ce serait tout aussi bien. Alors, je rebondis également sur ce que vient de dire Aurélie. Effectivement, si vous avez une équipe importante et que vous dissociez un peu une équipe du midi ou une équipe du soir, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'importance de communiquer, d'informer
vous n'avez pas les mêmes équipes, il faut bien que le relais de l'information soit bien fait. Donc, c'est vraiment aussi important de maintenir ça. Oui, comme tu l'avais dit, Hélène, que collectivement, il y ait du sens à ces mesures de protection pour s'assurer qu'elles puissent aussi être respectées. Bien, bah, écoutez, on arrive au bout de notre webinaire. Pour conclure, voilà, la ST35 essaye de proposer des services et des actions comme ça à nos adhérents en lien avec cette situation vraiment, vraiment compliquée et vraiment étrange. On vous invite à consulter notre site internet et surtout notre page dédiée aux employeurs. On compile tout un tas d'informations qui seront utiles pour vous aider à gérer cette situation. Vous le voyez, on propose notamment d'autres webinaires à venir. On espère que toutes les informations qu'on vous a données vont vous aider dans votre activité future. Et donc, on vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.